Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de Paris-Neuville-Pinte dans le cadre du CIMA pour une nouvelle journée d'émission. Alors, est-ce que l'Europe croit encore en son agriculture? C'est la question que nous allons poser à Michel Dantin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen et puis c'est vous qui vous occupez du volet agricole donc de François Fillon, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Voilà, face à vous donc Emmanuel Ladon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la division agraire de Michelin et juste à vos côtés, Frédéric Verbitsky, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Classe France, vous représentez le monde de l'entreprise et ce sera l'occasion de poser vos questions donc à Michel Dantin. Mais moi j'en ai une à vous poser avant. Est-ce qu'en 2020, on est sûr aujourd'hui qu'il y aura une PAC ? Oui, bien sûr qu'il y aura une PAC puisque ça fait partie des fondements de l'Europe et que ça fait partie des principes du traité de Rome. Mais avant de parler de la prochaine PAC, il y a un certain nombre d'échéances dont il faut aujourd'hui parler et bien sûr avoir tout à fait conscience des conséquences, c'est le Brexit. Le Brexit, c'est pas qu'une affaire britannique. Le Brexit nous concerne tous et il nous concerne d'abord parce que l'agriculture des 27 autres pays européens exporte vers la Grande-Bretagne et que le traité de sortie devra aussi régler la partie commerciale. Et puis, la Grande-Bretagne est aujourd'hui un contributeur net au budget européen à hauteur de 10 milliards par an et contributeur au budget de la PAC pour 3 milliards. La question qui se pose, c'est que fait-on de ces 10 milliards? Qui les paye à la place des Britanniques? Si personne ne veut les payer, où coupe-t-on? Et dès lors qu'on parle de couper, il y a deux grandes politiques. Il y a la politique agricole qui fait aujourd'hui environ 35% du budget communautaire. Et puis il y a la politique régionale qui fait environ 28% du budget communautaire. Les pays d'Europe centrale qui sont bénéficiaires de cette politique régionale vont d'abord se battre pour maintenir la politique régionale. Nous, notre intérêt, c'est de nous battre pour maintenir la politique agricole. Et les autres pays agricoles d'Europe de l'Ouest, les petits pays, je pense au Portugal, je pense à la Grèce, par exemple, attendent que la voix de la France soit très claire en matière de défense du budget agricole. Tant que nous n'aurons pas réglé ces questions budgétaires pour 19 et pour 20, puisque l'actuelle période budgétaire allait jusqu'en 2020 et que les Anglais risquent de partir en 2019. Donc il faut régler la fin de la période actuelle. Et puis ensuite, il faut se mettre d'accord sur le cadre budgétaire d'après. Ce qui fait qu'on aura une PAC, mais sans doute pas en 2020, plutôt vers 2023. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Commission a mis sur la table aujourd'hui un texte qui s'appelle l'Omnibus, qui corrige un certain nombre des dysfonctionnements de la politique de 2013. C'est le chantier actuel, il ne faut pas le louper, parce qu'ensuite, on attendra 2023, à mon sens. Supposons qu'il y ait un budget européen, supposons qu'il y ait un budget agricole, que tout le monde soit d'accord. On a vu déjà que lors de la dernière échéance, ce n'était pas évident. On va essayer de décrypter pour les agriculteurs qui ont besoin de visibilité, quelles peuvent être les différences, les modifications de cette nouvelle PAC. La vraie question que nous poussons, nous, les pays d'Europe du Sud, c'est la question de la gestion des risques, qu'ils soient climatiques, liés à la volatilité des coûts, etc. Et donc, nos interrogations, c'est la mise en place de meilleurs outils de couverture du risque. Est-ce que c'est l'assurance? Est-ce que c'est les fonds mutuels? Tout ça fait aujourd'hui l'objet de débats. Nous sommes à peu près d'accord entre les Européens du Sud, les Italiens, les Espagnols, nous, les Portugais, etc. Nos collègues d'Europe du Nord regardent ce débat avec beaucoup de circonspection. Je fais observer que le Sud, c'est quand même les pays de production végétale. Nous sommes très directement liés au climat, très directement liés à un commerce qui est complètement internationalisé. C'est moins vrai pour les pays d'Europe du Nord, où produire du lait, produire de la viande, c'est déjà une transformation. Et donc les outils de couverture par rapport aux risques d'Europe du Nord sont forcément un peu différents. Nous avons 2 ou 3 ans devant nous pour faire les expertises nécessaires. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a les idées, mais il n'y a pas la technique derrière. Frédéric Verbitsky, vous êtes donc chef d'entreprise, vous représentez Classe France. Aujourd'hui, Classe France, c'est combien d'emplois en France? Alors Classe en France, c'est aujourd'hui 3500 salariés qui se répartissent dans 3 usines. Donc une usine au Mans qui produit les tracteurs, une usine à Metz, enfin à Wappy exactement à côté de Metz qui produit les presses. Et puis on a une usine à Beauvais également. En plus de ça, nous avons 210
points de vente, concessionnaires, c'est encore 1500 collaborateurs. Et l'activité de classe en France, c'est aux alentours de 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc on est un intervenant français, on est un intervenant européen, puisque 80% de notre production est commercialisée en Europe, donc ça nous intéresse fortement. Alors qu'est-ce que vous demandez aux hommes politiques ou aux politiques agricoles pour justement continuer à générer de l'emploi? Voilà, alors moi j'aurais deux questions à vous poser, Monsieur Dantan. La première, c'est de dire aujourd'hui, nous on le voit bien en tant qu'industriel, on est amené à s'adapter à la nouvelle réglementation, que ce soit en termes de dépollution, que ce soit les évolutions technologiques que l'on doit apporter sur nos machines. Le seul problème, c'est que ça va très vite, ça va trop vite. On sait qu'un processus industriel est un processus qui est long. À partir du moment où on doit le faire au pas de course, eh bien, ça engendre des budgets, ça engendre des coûts. Et ces coûts-là, après, on les retrouve forcément dans le prix des machines. Je suis désolé, mais c'est mathématique. Et ça impacte derrière la productivité et l'efficacité de nos clients agriculteurs. Comment on peut faire pour que ces réglementations qui sont nécessaires, parce qu'on parle de dépollution, on parle d'écologie, puissent se faire sur un laps de temps plus long, et puis que ça ne change pas sur la période, parce que si au gré de telle ou telle évolution, on doit changer en cours de route, eh bien ça remet encore le processus industriel en difficulté, et avec les impacts que ça peut avoir derrière. Michel Dantan. Alors vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs un des constats qu'avait fait Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, lors de la dernière campagne des Européennes, puisque je rappelle que depuis le traité de Lisbonne, c'est le leader de la liste arrivée en tête aux Européennes qui devient président de la Commission. Et c'est la raison pour laquelle, depuis son arrivée, il a retiré un certain nombre de textes qui étaient en préparation, partant de ce constat qu'il faut que l'Europe réglemente moins et que l'Europe réglemente sur plus de temps. Alors, dans le même temps, nous avons une pression très forte, notamment au niveau du Parlement, qui est organisée par un certain nombre d'ONG, en particulier sur les questions environnementales, pour accroître la contrainte, accroître les pressions. On est dans un débat difficile où, je le reconnais, il est difficile de se faire entendre face à des forces qui, en maniant les peurs, suscitent une certaine adhésion dans l'opinion publique. Oui, certainement, mais des fois, de vouloir aller trop vite, même face à ces peurs-là, on en génère de nouvelles et on génère de la complexification. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de textes qui étaient dans les tuyaux, si vous me permettez cette expression, ont été retirés au cours de ces 2 dernières années pour calmer le jeu, entre guillemets. Emmanuel Ladan, je vous donnerai la parole pour Avec une autre plaisir. question ensuite. Emmanuel Ladan, vous aussi, au sein de la division agraire de Michelin, vous créez des emplois. Oui, la division agraire de Michelin, c'est 2000 emplois en Europe, 1200 en France. Ça sont les emplois directs. Et puis, il y a effectivement tout un réseau de distribution, des fournisseurs qui travaillent de manière indirecte, des partenaires logistiques. D'une manière générale, moi, j'ai une question sur l'innovation et comment promouvoir une agriculture durable. On voit des technologies qui arrivent, on voit des technologies de télégonflage, des technologies de pneus basse pression qui permettent de protéger les sols. Et on a beaucoup de temps à ce que ça arrive au niveau d'une agriculture, enfin de l'agriculteur. On a besoin d'une certaine manière d'aider à promouvoir ce savoir-faire technologique. Comment on peut aider l'innovation à s'installer plus rapidement en Europe? Parce que finalement, pour sauver l'emploi en Europe, il faut absolument promouvoir l'innovation très rapidement. Et notamment tout ce qui tourne autour de la protection des sols. Je pense que là, on a un sujet qui est majeur, un enjeu qui est majeur. Oui, les deux questions sont un peu contradictoires, mais elles se posent l'une et l'autre. D'abord, sur la question de l'innovation et de l'acceptation de l'innovation, il faut que les agriculteurs dégagent des marges suffisantes pour investir. Et force est de constater qu'au cours de ces 3 dernières années, le recul du revenu agricole est forcément un handicap majeur en termes d'investissement et donc d'acceptation de l'innovation. Sur la question des sols, c'est un débat qui est devant nous parce que la prise de conscience sur l'agronomie est en train de revenir partout en Europe. Moi qui ai fait des études agricoles il y a déjà un certain temps, mes profs d'agronomie me rabâchaient toute la journée que le sol, le complexe argilo-humique, c'était la mère de toute agriculture. On l'a un peu oublié. On est en train de revenir sur ces points-là. Alors comment l'Europe peut aider l'innovation? L'Europe
à partir de depuis 2014, aide massivement l'innovation à travers des budgets de recherche qui y sont dédiés et qui sont sectorisés. L'agriculture et tout ce qui est l'équipement agricole a droit à un droit de tirage sur le budget recherche. À ma connaissance, les grandes entreprises françaises et européennes savent très bien aller chercher cet argent auprès de la Commission européenne. Mais ça, c'est pour faire le travail en amont. La question qui est posée, c'est celle, une fois qu'on a obtenu l'innovation, comment on la diffuse. Comment on la diffuse? Il faut que les agriculteurs aient de l'argent pour investir. Force est de constater que même avec des taux de subvention élevés, sur ces 2 dernières années, les chiffres des centres de gestion sont imparables. Les agriculteurs ne disposent plus des crédits pour assurer la part de financement qui leur revient. Ça veut dire qu'il faut retrouver des outils de régulation des prix, de régulation des crises. Ça renvoie au débat que j'évoquais tout à l'heure. Frédéric Verbitsky, une toute dernière question, mais on n'a plus beaucoup de temps. D'accord, justement, je voulais rebondir sur cette notion d'innovation, puisque bien sûr, aujourd'hui, les constructeurs de matériel comme Claas France produisent du matériel, mais produisent aussi des outils qu'on appelle des OAD, des outils d'aide à la décision pour les agriculteurs, que ce soit sur la télémétrie, que ce soit sur le réglage des intrants et autres. On se rend bien compte aujourd'hui que les agriculteurs, ils sont demandeurs, mais ils ont besoin d'être accompagnés, d'être formés. En quoi l'Europe peut les amener pour avoir une meilleure approche de ces nouveaux outils qui sont indispensables et qui leur permettront demain d'être plus efficaces et puis surtout qu'ils puissent les utiliser, les former et être prêts à en tirer le meilleur bénéfice. Ouais. Nous avons mis dans la réforme de 2014, dans le 2e pilier de la PAC qui est géré par les conseils régionaux, des crédits pour la formation. Et les chambres d'agriculture savent généralement assez bien aller chercher ces crédits pour faire la diffusion du progrès technique. Parce qu'en effet, les techniques qui ont prévalu dans les années 60 pour diffuser le progrès technique restent d'actualité. Et vous en conviendrez avec moi, le meilleur pourvoyeur de l'innovation, c'est l'agriculteur qui le premier innove et qui sert d'exemple à ceux qui l'entourent. Mais encore faut-il qu'il maîtrise la technique, d'où la nécessité dans des secteurs de plus en plus pointus. Et je crois qu'il faut le dire très clairement, le numérique est la porte ouverte à un nouveau champ pour notre agriculture, Vous avez tout à fait raison. notamment au niveau des cultures, des réglages de matériel, de lutte contre les ennemis des cultures, etc. Il y a des bons gigantesques qui vont être faits grâce à l'usage des nanotechnologies, mais c'est un nouveau chantier, une nouvelle génération d'agriculteurs qui doit s'en emparer. Alors, c'est vous qui avez écrit le programme donc, agricole de François Fillon. S'il y a 2 idées clés à retenir, ça serait lesquelles? Qu'est-ce qui va changer la vie des agriculteurs si jamais il était élu? Les 2 idées force. La première, c'est qu'il faut rendre aux exploitants agricoles leur dynamique de chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut leur redonner la liberté de choisir dans la gestion de leur exploitation. Il faut aussi leur redonner la liberté d'innover. Car une agriculture qui est trop contraignante, trop pesante, a privé au cours de ces dernières années les agriculteurs de cette liberté d'initiative. C'est ce qu'ils nous réclament en premier. Le deuxième sujet, c'est celui de l'organisation des filières. À partir du moment où on reconnaît à l'activité agricole une vraie dimension économique, il faut lui redonner une vraie chance dans la chaîne agroalimentaire et il faut donc obtenir de la France et de l'Europe des modifications en termes de droit de la concurrence pour parfaire le fonctionnement de la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, vous avez 4 grandes chaînes de distribution, au final, avant le consommateur, face à 300 000 exploitants agricoles. Le rapport est complètement déséquilibré. Le droit de la concurrence a été fait à une époque où il fallait privilégier à tout craint le consommateur et où il y avait 4% de chômeurs dans les 6 pays européens. Aujourd'hui, il y a 10% de chômeurs. Il faut aussi que le droit de la consommation ait un versus intérêt des travailleurs. Messieurs, merci beaucoup d'être venus ici sur ce plateau débattre de cette question. Et puis nous, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission.